Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de cette édition du vendredi 3 mars. À 65 ans, Pieter Herrema inscrit son nom dans l'histoire du Vendée Globe. Il est le premier néerlandais à terminer la course. Après avoir franchi la ligne d'arrivée ce jeudi soir, le skipper de No Way Back a remonté le chenal des Sables d'Olonne ce vendredi matin, salué par plusieurs compatriotes qui avaient fait le déplacement. Un Vendéen en finale des jeunes talents maîtres restaurateurs. Lundi, Axel Lucas sera à Paris pour tenter de remporter ce concours national parrainé par le chef étoilé Philippe Etchebest. Ce jeune Vendéen de 18 ans peut compter sur le soutien du restaurant de Saint-Michel-en-Lerme où il suit son apprentissage. Et puis reportage à la fin de ce journal à Saint-Hilaire-de-Riez où un chantier de sensibilisation à la lutte contre le baccaris vient d'être organisé. Le baccaris est une plante invasive qui prolifère dans le département. L'un des seuls moyens de l'éradiquer, c'est de l'arracher. Une campagne à destination du grand public est menée pour impliquer les habitants. On ouvre donc ce journal avec le Vendée Globe et l'arrivée du 17e et avant-dernier concurrent, Pieter Herrema. Le Néerlandais a franchi la ligne ce jeudi soir vers 22h30 après 116 jours de course. Mais il a été contraint de passer une dernière nuit en mer puisqu'en raison de l'horaire et du coefficient de marée, il n'était pas possible pour lui de remonter le chenal. Ce n'est donc que ce vendredi matin que Pieter Herrema a pu poser pied à terre. On retrouve sur place au Sables d'Olonne Aurélien Huard. Et oui, Pieter Herrema a enfin bouclé son Vendée Globe. Il est donc devenu le premier Hollandais à terminer cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. On le rappelle, Pieter Herrema naviguait sur un bateau de dernière génération, un bateau à foil, une machine très puissante, peut-être même trop puissante pour ce navigateur qui manquait d'expérience sur ce type de bateau. Il a avoué lui-même que c'était très inconfortable de naviguer sur une telle machine. Pieter Herrema qui espérait remonter le chenal hier soir, il a manqué quelques minutes pour pouvoir enchaîner cette remontée juste après le passage de la ligne d'arrivée. Il l'a même dit lui-même, cette dernière journée était la seule véritable journée de course. Il a navigué comme si le diable était derrière lui. Pieter Herrema qui a donc dû attendre ce matin pour remonter le chenal aux alentours de 9h. Arrivé au ponton, il a été accueilli par quelques supporters hollandais qui scandaient le slogan No Way Back, le nom de son bateau. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est formidable, c'est incroyable que pour une tortue comme moi, il y a si beaucoup de monde, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est fait et c'est important que c'est fait parce que c'était très longtemps, mais je suis très heureux. Non, la place, c'est pas belle, mais c'est important d'avoir fait le tour. Et Pieter Herrema qui a annoncé avoir d'autres projets pour les années à venir, mais ce ne sera pas sur le Vendée Globe. Il estime être trop âgé pour pouvoir de nouveau s'élancer sur une telle course. On le rappelle, Pieter Herrema qui a 65 ans et qui est donc le deuxième skipper le plus âgé à terminer le Vendée Globe. Le plus âgé, c'était Rich Wilson qui est arrivé il y a quelques jours. Rich Wilson qui était présent pour accueillir Pieter Herrema sur le ponton du Vendée Globe, de même que Didac Costa ou encore Konrad Coleman. Et après cette arrivée de Pieter Herrema, il ne reste donc plus qu'un seul concurrent en course, Sébastien Dostromo, qui est actuellement à la latitude du Maroc. Les conditions de vent seront plutôt favorables dans les prochaines heures pour le skipper français. Selon les dernières estimations, Sébastien Dostromo est attendu vendredi prochain sur la ligne d'arrivée. Et nous l'avons évoqué ces derniers mois dans ce journal, le Vendée Globe est une aventure sportive, mais aussi humaine. Plusieurs skippers ont par exemple mené des partenariats avec des écoles dans le but de partager leurs courses. L'Espagnol Didac Costa est justement allé à la rencontre d'écoliers des Sables d'Olonne pour raconter son Vendée Globe. Pierre Dalicieux a assisté à cet échange. La plupart du temps, les enfants rêvent d'enfiler une tenue de pompier ou d'astronaute. Au Sables d'Olonne, en général, c'est plutôt celle du skipper qui fait rêver. C'est très bien, très émouvant. Pourquoi ? Parce qu'il a fait toute une course avec ça et c'est un vrai vêtement de skipper. Cette tenue-là a fait le tour du monde. C'est Didac Costa qui l'a portée durant 108 jours. Le skipper raconte son expérience aux enfants par le biais de son traducteur et coéquipier. Un moment privilégié pour ses élèves de primaire qui ont tous suivi la course.
Je suis très contente parce que en fait c'était un de mes préférés. J'ai été bluffée par son Vendée Globe. Il est courageux surtout. Je trouve que c'est quelqu'un qui m'a l'air sympathique. Il a presque gagné. Pour être exact, Didac est arrivé 14e, mais peu importe, car ce que les enfants retiendront, c'est son histoire avec les sapeurs-pompiers des Sables d'Olonne, qui lui ont permis de repartir faire la course. Et pour l'équipe enseignante, Didac Costa représente de belles valeurs à apporter à ces jeunes. Il y a eu tout un engouement autour de lui, notamment avec les sapeurs-pompiers des Sables d'Olonne. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un bel exemple pour nos enfants, pour nos élèves, parce que l'important, c'est pas d'arriver premier, mais c'est vraiment ce qui se vit dans la course. Et grâce à Didac Costa, grâce aussi à d'autres skippers, ils peuvent vraiment comprendre cette notion de solidarité. Le skipper, lui, est ému et même parfois surpris par sa popularité, car à Barcelone, sa ville d'origine, l'engouement n'est pas le même. Waouh, la photo. Les enfants là-bas préfèrent plutôt les stars du ballon rond à celles de la voile. Bueno, c'est sorprendente, non? Oui, c'est vraiment surprenant l'accueil que j'ai eu à mon arrivée. Et surtout, eh bien, je suis surpris de l'intérêt que me portent ces enfants. Ils ont suivi toute ma course. C'est quelque chose qui n'arrive pas chez moi en Espagne. Donc oui, je suis très heureux de vivre ça parce que je suis passionné par la voile. Et de voir ces enfants qui suivent ce sport et qui ont suivi ma course, c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour moi. Didac Costa peut rentrer en Espagne avec la tête pleine de bons souvenirs, vécus ici, au Sables d'Olonne. Une chose est sûre, ce skipper-là sera attendu dans 4 ans. Dans le reste de l'actualité, les élus de Labardemont s'inquiètent pour la saison qui arrive. Chaque été, la commune doit faire face à l'afflux des voitures, des touristes qui prennent la navette pour l'Île-Dieu. Depuis de nombreuses années, un système de parking illégaux existe sur des champs privés, en mépris du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. Des procédures judiciaires sont d'ailleurs en cours. Les propriétaires des terrains pourraient être poursuivis. Sans lieu pour stocker les voitures, le maire de Labardemont craint désormais un chaos cet été. Il demande donc le maintien pour le moment de ces parkings jusqu'à présent tolérés. Écoutez. Ça fait 20 ans que la commune travaille pour essayer de trouver une solution légale. Le 6 février dernier, nous avons déposé un nouveau projet de plan local d'urbanisme dans lequel la commune de Labardemont propose une solution qui avait déjà été étudiée. Elle fait l'unanimité, c'est la seule possible et viable. Et là, je parle avec le pragmatisme. C'est nous qui connaissons la gestion du parking de l'Île-Dieu chaque année. Nous prenons toutes nos responsabilités. Donc j'espère aujourd'hui que notre PLU va être accepté. Et si tout va bien, d'ici l'été 2019, le temps de faire un permis d'aménager, nous pourrons avoir une solution légalisée. Mais pour l'été 2017 et 2018, il nous faut un moratoire pour que les propriétaires de terrain et les exploitants puissent avoir une visibilité et une tranquillité pour assurer le bon accès à l'Île-Dieu. Et dans un communiqué, la préfecture de la Vendée indique que l'une des solutions pourrait être l'aménagement de la zone d'activité du Rampy, qui sert déjà en partie de stationnement. Mais selon l'État, cette piste n'a pas encore été étudiée. L'État qui rappelle également à Labardemont que les aménagements de stationnement sont de la seule compétence de la commune. Au chapitre éducation, à 6 mois de la prochaine rentrée scolaire, plusieurs opérations portes ouvertes sont organisées dans le département ce week-end. Ce sera le cas par exemple au lycée professionnel Tabarly. L'établissement d'Olonne-sur-Mer est tourné en grande partie vers le nautisme. Un projet original est d'ailleurs en cours. Des élèves en formation de chaudronnerie travaillent actuellement sur le bateau d'une association de plongée qui, en contrepartie, a décidé de les initier à la discipline. Élodie Pépin. Ces élèves de terminale du lycée Tabarly s'apprêtent à se jeter à l'eau. Ils préparent le niveau 1 de plongée, entourés des membres d'un club de plongée associatif du pays des Olonnes. Nous, on échange notre expérience de plongée pour leur donner un diplôme. Ça peut leur servir aussi dans leur métier. C'est un échange. Nous, on les forme à la plongée et eux, d'un côté, ils construisent un bateau pour le club, pour la plongée. Le bateau de plongée, c'est celui-ci. Un bateau en aluminium de 7 mètres de long qui vient tout juste d'être livré à l'atelier du lycée. La coque a été réalisée par une entreprise voisine qui intègre les jeunes tout au long du projet. Celui-là, la tôle doit être à l'intérieur là. Je viens régulièrement. Je vais les guider quoi. Déjà leur régler leur poste parce que je ne sais pas s'ils savent le faire. C'est intéressant parce que ça nous permet de suivre un projet de A à Z
Surtout que moi, j'effectue des stages en entreprise, donc dans cette entreprise qui a commencé à fabriquer ce bateau. Donc j'ai vraiment pu suivre le projet du début jusqu'à la fin. Et si le lycée Tabarly n'avait jamais réalisé de tels projets en partenariat avec un club de plongée, l'établissement a cependant l'habitude de travailler avec des entreprises de la région. On a fait plusieurs bateaux. On a fait toute une série de petits bateaux, on va dire style optimiste, pour un club de voile. On a fait un prototype aussi pour un gros fabricant de matériel de pêche, de Vendée. Et donc ça permet aux élèves de s'impliquer, on va dire, dans du vrai travail. L'objectif maintenant pour les élèves est de finir ce bateau début juin, car ils espèrent pouvoir valider le niveau 1 de plongée lors d'une sortie cette fois-ci en mer, avec les membres de l'association et leur tout nouveau bateau. Quel est le point commun entre Paul Bocuse, Joël Robuchon et le boulanger vendéen Thomas Planchot? Eh bien, ils ont tous décroché dans leur carrière le titre de meilleur ouvrier de France. Le concours, très exigeant, a lieu tous les 4 ans. La 26e édition vient d'être présentée à la préfecture de Vendée. Un appel aux candidats a été lancé. Ils ont jusqu'au 30 mars pour s'inscrire. Si le titre de meilleur ouvrier de France est principalement connu chez les cuisiniers ou les boulangers, il peut aussi être décerné à des chauffagistes, des coiffeurs ou des photographes. Au total, le concours est ouvert à 230 métiers. Pour moi, la Vendée, ça représente l'innovation dans le domaine de la mécanique et de l'électronique. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article dans les journaux nationaux ou internationaux. Et aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas de meilleur ouvrier de France dans l'industrie, ni dans la mécanique, ni dans la métallurgie. Donc il faut absolument se réveiller. Les talents sont là. Les talents, il faut aller les chercher, il faut leur montrer la voie, il faut leur dire voilà, c'est possible. D'ailleurs, les témoignages qui ont eu lieu tout à l'heure montrent bien que toutes et tous, en fait, à un moment donné, ils ont trouvé une main, soit une main tendue pour les tirer vers l'excellence, soit quelqu'un qui les pousse vers l'excellence en disant « vous êtes un talent ». Mais vous ne le savez pas, mais tu vas voir, on va t'aider à le devenir. Et notez que par le passé, 27 Vendéens ont déjà décroché ce titre de meilleur ouvrier de France. Lui est encore trop jeune pour être meilleur ouvrier de France, mais Axel Lucas a d'autres ambitions. Ce jeune de 18 ans, originaire de Saint-Juir-Changillon, participera lundi prochain à Paris à la finale des jeunes talents maîtres restaurateurs, un concours national qui réunit quelques-uns des meilleurs apprentis de l'Hexagone. Cyril Guillet a retrouvé le jeune Vendéen dans la cuisine du restaurant de Saint-Michel-en-Lerme, où il suit son apprentissage. Axel Lucas fait partie des 8 finalistes du concours Jeunes Talents des maîtres restaurateurs. Sorti le premier de la demi-finale avec sa pintade en 3 façons, accompagnée d'une déclinaison de courges, il élabore ici avec Loïc Roux le plat qu'il présentera le 6 mars pour la finale. C'est des heures passées pendant sa coupure l'après-midi à refaire et à refaire et à refaire. On goûte et on refait, on goûte et on refait et on rectifie. Tu retournes, tu poses sur un assiette et dessus tu mets ton crémeux citron. Axel n'est pas le premier apprenti que Loïc Roux inscrit à ce concours. En 2015, Dylan Morisset avait décroché la première place. Aujourd'hui, il travaille dans un restaurant étoilé sur Nantes. C'est vrai que travailler dans les étoilés, c'est vraiment quelque chose... c'est comme un petit rêve, quoi. C'est quand même quelque chose. Travailler dans un étoilé, faire des belles choses. C'est vrai que la cuisine, c'est aussi un peu de l'art, quoi. On fait des belles assiettes. J'adore ça dans la cuisine. C'est aussi l'art de l'assiette. Le plat qu'il va présenter pour la finale reste pour le moment un secret d'État. Toute la brigade de la Rose Trémière est derrière lui. Et même s'il a les nerfs solides, il appréhende cette ultime phase du concours. On dort pas bien, on y réfléchit beaucoup, quoi. On a envie de donner le meilleur de soi-même pour gagner, quoi. J'ai vraiment l'envie de gagner. Ça peut ouvrir plein de portes, le concours. Donc, qui sait, hein. On peut aller travailler dans des étoilés après. On a des stages. J'ai un stage si je gagne chez Philippe Etchebest, donc ça fait de l'expérience en plus. Philippe Etchebest, le célèbre chef étoilé, fera aussi partie du jury. Autant dire que la barre a été placée haute, mais Axel a tout de même toutes ses chances. Ah oui, on est tout à fait confiant et puis on croit en lui comme on a cru aussi à Dylan précédemment dans l'édition il y a 2 ans. De toute façon, on y va pour gagner, hein, parce que sinon, si on y allait pour participer, on ferait pas le pas, quoi. Mais là, on y va vraiment, on se déplace on y va pour gagner, oui. Donc gare aux autres. Hein. Quoi qu'il arrive, Axel, après sa dernière année en bac pro, devrait poursuivre sa formation en BTS pour enfin réaliser son rêve, rejoindre la brigade d'un restaurant étoilé et pourquoi pas, à terme, ouvrir son propre établissement.
On ouvre une page sport avec du cyclisme, première course importante de la saison pour le team Direct Énergie. L'équipe de Jean-René Bernaudot sera au départ dimanche de Paris-Nice. Ils seront 8 à participer à l'épreuve. Certains coureurs de la formation vendéenne comptent bien s'illustrer comme Brian Coquard qui vise au moins une victoire d'étape ou Antoine Duchesne qui avait remporté l'an dernier le maillot de meilleur grimpeur. Sylvain Chavanel et Lilian Calmejane seront également présents sur ce Paris-Nice. Plusieurs rendez-vous à noter dans l'agenda sport de ce week-end. D'abord en hockey sur glace, La Roche-sur-Yon accueillera ce samedi à 18h30 le leader du championnat, Briançon. Match relevé donc en perspective, mais depuis le début de la saison, les matchs à domicile réussissent plutôt bien aux Vendéens qui n'ont perdu que 3 rencontres à la maison. En handball féminin en National 3, la rencontre entre La Roche-sur-Yon et Celles-sur-Belle s'annonce intéressante puisque les deux clubs sont actuellement en tête du classement. Les Vendéennes sont deuxièmes avec un seul point de retard sur les deux Sévriennes. Rencontre à 16h dimanche, salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Enfin, les rugbymen lyonnais recevront dimanche les joueurs de Chorel. Les deux équipes sont dans la zone rouge. Elles occupent les 2 dernières places du classement de Fédéral 3. Le match débutera à 15h sur la pelouse du stade Henri Desgranges. Parlons d'environnement à présent avec la lutte contre une plante invasive, le baccharis. Cette espèce végétale originaire d'Amérique du Nord colonise depuis quelque temps plusieurs secteurs du littoral, comme le Marais breton ou le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des opérations d'arrachage ont été mises en place par les collectivités, mais les particuliers sont également invités à prendre part à cette lutte. À Saint-Hilaire-de-Riez, par exemple, un atelier vient d'être organisé pour former les habitants. Reportage Grégoire de Châtillon. Donc le baccharis, bon, vous l'avez bien repéré, c'est cette plante. Parce que tout l'enjeu de l'arrachage, c'est là où c'est très délicat, c'est qu'on retire toutes les racines. Il ne faut pas procéder par à-coups, mais vraiment à la base, le prendre et que ça vienne tout doucement. Voilà. Pour essayer d'avoir tout, regardez, tout est parti là. Observez bien cette zone de marais salé. Le baccharis a tout envahi. Il a cette capacité à bouleverser l'identité du paysage. Ici, cette peste végétale y a trouvé son terrain de prédilection. La plante invasive concurrence alors la biodiversité locale grâce à un moyen de propagation très efficace. Chaque pied fait des millions de graines et les graines sont un peu comme les graines de pissenlit. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'envoler très très facilement, très très loin. Donc il y a un très fort pouvoir de dissémination. Donc vous voyez bien, hein, ici tout avait été arraché il y a 1 an et vous avez à nouveau un tapis, un véritable tapis de plantes. Tant qu'ils sont jeunes, les baccharis sont arrachés à la main. Les plus gros sujets sont eux arrachés grâce à l'aide de la traction animale ou bien d'une mini-pelle. Aujourd'hui, ce chantier est une opération éco-citoyenne. Il fallait faire une action de sensibilisation parce que le grand public n'est pas au courant. Bon, déjà, il y a des chantiers qui sont organisés donc, par la collectivité et on se disait que ça serait bien d'expliquer parce que le tout, c'est d'éviter la repousse. C'est bien d'arracher, mais il faut faire une gestion à long terme. Et pour ça, on est aussi en relation avec la LPO, et on espère peut-être pouvoir mettre en place de l'éco-pâturage. Pour venir à bout de toutes ces repousses. Un vrai défi s'annonce alors pour stopper la prolifération du baccharis. Au-delà de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, c'est toute la frange du littoral atlantique qui est impactée. Pour terminer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de ce week-end. Ce sera assez instable avec quelques apparitions du soleil, mais surtout de nombreux passages nuageux qui apporteront parfois de la pluie. Les températures seront conformes aux valeurs de saison. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end.